et bienvenue dans le Beat Talk. N'hésitez pas pendant l'émission à liker notre page Facebook, à nous suivre sur Instagram et Twitter et à réagir sur les réseaux sociaux. Napoléon aux enchères, c'est notre sujet du jour. Général Bonaparte, puis Napoléon Ier, empereur des Français de 1800 à 1815, c'est finalement un règne assez court, pourtant un personnage emblématique. Pierre-Jean Chalençon, vous êtes spécialiste et le plus grand collectionneur de Napoléon. On vous appelle même l'empereur. Qu'est-ce qui vous fascine tant chez Napoléon ? Écoutez, Napoléon, ce qui est intéressant chez lui, c'est un self-made man. C'est quelqu'un qui, à peine français, parlant plutôt l'italien ou une sorte de dialecte, en l'espace de quelques années est devenu le maître du monde. Et ça, c'est quand même une destinée fantastique. C'est vraiment ce parcours. Moi, c'est ça qui m'a intéressé, en tout cas, au départ, dans son parcours. Maître Ozna, vous êtes commissaire-priseur à Fontainebleau et votre maison de vente a, entre autres spécialités, organise régulièrement des ventes Empire de grande qualité. Les vendeurs et les acheteurs pour ces ventes sont souvent des passionnés. Et selon vous, qu'est-ce qui fascine tant les collectionneurs ? Ce qui fascine les collectionneurs, c'est déjà l'homme, c'est l'époque, parce que c'est une époque où la France avait un rayonnement à l'étranger extraordinaire, et Napoléon a transformé complètement la France. Il a fait de ce pays, qui était un pays où plus personne n'avait d'espoir, d'avenir, un pays où les gens ont retrouvé une fierté de se retrouver français. Alors moi, ce que j'ai aimé dans mes ventes, c'est la passion des collectionneurs. Passion des collectionneurs qui est extrêmement différente de ceux qui s'intéressent à l'Ancien Régime, qui sont un peu dans la nostalgie, c'était beaucoup mieux avant, la royauté, les rois de France, la France n'est plus ce qu'elle était. Non, l'épopée napoléonienne, les gens qui s'intéressent à Napoléon sont des gens très modernes, des jeunes, vous voyez, Pierre-Jean Chalençon, mais aussi beaucoup de collectionneurs qui sont aussi d'une génération aujourd'hui qui ne sont pas du tout des personnes âgées dans l'espèce de souvenir nostalgique d'une période dépassée, mais dans une passion pour un grand moment de l'histoire de France. Donc Pierre-Jean Chalençon, vous nous avez dit plutôt que c'était le personnage qui vous attirait. Vous mettez le doigt, Maître Ozna, sur une période, mais Napoléon, c'est aussi une période dans le sens où c'est aussi un certain style, un style empire. Vous pouvez nous en donner quelques caractéristiques ? Ah, vous parlez du mobilier ou des arts graphiques, etc. Bon, oui. Écoutez, moi j'ai un ami qui s'appelait Jean-Louis Debré, et je m'étais un soir complètement engueulé avec lui, parce qu'il m'a dit, mais le style empire, il n'y en a pas. Les arts, à cette époque-là, étaient sous la maîtrise complète de l'État. Les artistes étaient les vassaux du pouvoir politique, donc il n'y a pas eu véritablement de création artistique. Il n'a pas tort d'une certaine manière, mais il n'a pas tort d'une certaine manière, effectivement. C'est une époque où, quand on ne travaillait pas pour la cour, ou quand on ne travaillait pas pour la famille impériale, effectivement, il y avait assez peu de clients. Donc tout ce qui a été réalisé, les objets les plus extraordinaires qui ont été réalisés à cette époque, l'ont été pour des personnes qui avaient un certain entre-gens à cette époque. Donc toujours un lien vraiment direct ou indirect avec Napoléon. Avec Napoléon, sa famille, les Napoléonides, toutes les personnes qui tournaient autour, tous ces gens qui tournaient autour de lui. Chaque fois que nous avons des records dans les ventes aux enchères, on s'aperçoit qu'on vend des objets exceptionnels, mais quand ils font vraiment des très gros prix, c'est parce qu'ils ont appartenu à quelqu'un. On en arrive à quelque chose qui est très intéressant, parce que là, on rentre vraiment dans le vif du sujet de Napoléon aux enchères. On va trouver aux enchères des effets personnels de l'empereur, donc des habits, des mèches de cheveux, des écrits, des correspondances, des autographes, un bicorne que vous avez d'ailleurs vendu dernièrement. Vous, Pierre-Jean Chalençon, vous possédez certains effets personnels de l'empereur ? Oui, c'est le côté fétichiste. Caleçon, chemise, bandana, cravate, plein de choses. Couverts en argent, des verres, de la porcelaine. Vous avez parmi tout ça, vous avez une pièce rarissime dans votre collection. Tout est rarissime. Oui, mais qui vous vraiment vous tient à cœur parmi tant d'autres. Oui, et c'est un portrait d'ailleurs que j'ai acheté chez Jean-Pierre à une vente qu'on avait faite. C'est le portrait de Napoléon costume du sacre par le baron Gérard. D'accord. J'adore ce portrait. Il vient de la famille Franceschini Pietri et j'avoue que c'est un portrait qui me fascine. Quand je rentre dans le salon, il est en pied comme ça, c'est magnifique. C'est Napoléon en taille nature, quoi. Il fait 3 mètres de haut.
Ça me fascine. Après, les objets personnels, on en a beaucoup, que ce soit des livres, des choses comme ça. Moi, je lis dans les livres, avec les livres de la bibliothèque de l'Empereur. Donc, des fois, il m'arrive de mettre des bijoux, des choses comme ça. C'est passionnant. De manger dans des assiettes, dans de la vaisselle Oui, assez régulièrement, on le fait, bien sûr. Et la chance que je suis... Moi, je suis collectionneur, je ne suis pas un musée. Les objets vivent à travers Exactement. moi. Le problème, c'est quand un objet part en préemption ou est acheté par l'État, c'est terminé. Ça y est, on ne mangera plus avec, on ne pourra plus s'asseoir avec. Moi, mes sièges, je m'en sers. Le lit de campagne de l'Empereur, là, il faut que je le remonte, je m'en sers. Je vis vraiment, pas au quotidien, mais quasiment, oui. Oui, vous vivez avec Napoléon. Voilà. Et Maître Ozna, comment ces pièces historiques sont parvenues jusque nous? Elles sont toutes attestées, elles sont passées par certains membres de la famille, par des valets. Comment on fait vraiment comment on retrace ça? D'abord, c'est hier. Parce que franchement, c'est rien, c'est de 2, 3, 4 générations entre Napoléon aujourd'hui. Donc, on ne parle pas d'objets de la Renaissance ou de l'époque empire, de l'époque romaine. On parle de l'histoire d'hier. Deuxièmement, la plupart de ces objets sont restés dans les familles. D'abord, vous savez, le souvenir napoléonien a toujours été cyclique. Il y a eu des périodes, par exemple, jusqu'à Retour des Cendres, plus personne s'y intéressait. Ensuite, 1840, on recommence à se passionner. Puis ensuite, ça redescend, puis ça remonte. Et puis arrivé dans les années 1900, avec cet écrivain-là, le Jean Tullard de l'époque, Poisson, enfin, on arrivait à... Il y a toujours eu des périodes. Mais les collectionneurs qui étaient passionnés de souvenirs les ont toujours gardés. Mais même à l'époque où ce n'était pas à la mode, c'était par exemple beaucoup de médecins qui avaient des cabinets de curiosité. Donc on allait dîner chez eux, puis après le repas, on ouvrait une pièce. Alors là, c'était bourré d'objets, mais c'était presque un cabinet secret. C'était pas du tout quelque chose qui était très à la mode. Mais et tout ça a été toujours préservé parce qu'il y a toujours eu, même si c'était pas la mode de le montrer, ça a été passionnel et les gens ont conservé les objets. Donc aujourd'hui, pratiquement tout est arrivé de l'époque empire. Est-ce que Pierre-Jean Chalençon, c'est l'expertise et toute la provenance qui est mise en lumière par les commissaires-priseurs qui vous fait choisir les enchères comme canal d'achat? Oui, les enchères, et puis aussi les ventes de gré à gré, mais moi je préfère les ventes aux enchères. Il y a un côté, on n'est jamais sûr d'avoir l'objet, il y a une sorte d'excitation, d'adrénaline, c'est un peu comme un combat de boxe ou un match, enfin, c'est assez passionnant. C'est ça aussi le côté collectionneur. Des fois, on pense qu'on va avoir l'objet, puis en fait, pas du tout. Puis des fois, on pense ne pas avoir l'objet et il tombe pour rien. C'est ça c'est magique. L'enchère est magique. C'est ce côté grisant, en fait, aussi. C'est un peu comme le jeu, mais c'est un jeu où si on repart avec quelque chose. On repart gagnant, en fait. On mise, mais on repart gagnant cette fois-ci. Ça, c'est très grisant. Mais comment vous faites alors vos choix vraiment parce qu'il y a plusieurs objets de Napoléon proposés aux enchères, on a parlé donc des effets personnels, mais il y a aussi tout ce qui concerne la famille plus ou moins proche. Je pense, la boîte de rouge que vous avez proposée récemment aux enchères, la boîte de rouge de Joséphine. Il y a sa femme, il y a Marie-Louise, le roi de Rome, etc. Il y a un coup de cœur qui s'opère. Comment ça se passe? En ce moment, on a vu débarquer une acheteuse suisse qui achète Joséphine. Voilà, elle est folle de Joséphine, elle achète un certain nombre de choses de Joséphine. Bon, il y en a d'autres qui vont acheter des choses de Bonaparte. Ils vont acheter des choses on a un de nos amis, il achète tout ce qui concerne Bonaparte dans le midi de la France. Mais là, vous dites, il y a un de nos amis. Vous les voyez comme des amis ou comme des concurrents? Moi, je vois comme des amis. D'accord. Bien sûr. Non, on est concurrents au moment de l'enchère. Voilà, c'est ça. Mais ça ne nous empêche pas de se faire des bonnes bouffes après ou de rigoler. Bon, après, il y a quand même cette passion qui vous lie aussi. Tout à fait. Puis après, c'est comme tout. Il y a des imbéciles à tous les coins de rue. Donc il y a aussi des imbéciles chez les enchérisseurs. Bon, ça, c'est d'accord, mais on ne peut rien y faire. Mais en règle générale, on est quand même dans une sorte de côté gentleman agreement et tout ce monde se passe bien. Oui, c'est vrai. Bien. Où il y a des choses qui se complètent. Donc oui, vous disiez cette acheteuse suisse qui se passionne pour Joséphine. Il y en a d'autres, je ne sais pas, qui se passionnent pour Marie-Louise. Bien sûr, moi j'adore Marie-Louise, j'ai acheté beaucoup de choses de Marie-Louise. Et voilà, après je me suis mis au fils, après je me suis mis... J'ai ouvert un camp de vacances. C'est les jeux de cette famille. Comment il s'appelle ce monsieur qui habitait à côté de chez toi, rue de Rivoli, oui, le docteur Benamou, c'est un homme extraordinaire. Lui, il s'intéressait qu'à
à la campagne d'Italie et au d'Italie, siège de voilà, Toulon. au siège au de grand Ah oui, truc. donc c'est des choses très Voilà. très précises à un moment. Voilà. Vous, dans ce côté de Napoléon, est-ce qu'il y a quelque chose, une année, une campagne, quelque chose en particulier qui en ce moment vous intéresse chez Napoléon? Non. Non, Moi, c'est vraiment là. C'est vraiment la totalité. D'accord. Je dirais que le coup de cœur, j'ai toujours un coup de cœur pour Sainte-Hélène. J'y suis allé 3 fois. J'ai été même décoré là-bas à l'époque, à Longwood, la maison de Napoléon. Mhm. Donc, quand il y a des objets de Sainte-Hélène, j'avoue que ça me plaît d'acheter. Mais à force d'avoir, vous savez, la collection, c'est des centaines de pièces. Donc, des fois, on achète, des fois, on vend. Les objets qu'on trouvait extraordinaires il y a 10 ans, il y a 15 ans, bah, aujourd'hui, j'en ai revendus. J'ai fait une vente il n'y a pas si longtemps avec Jean-Pierre, où j'ai vendu un certain nombre de choses. Comment vous faites le choix de ces objets que vous devez revendre? C'est pas un crève-cœur? Non, pas du tout, parce que c'est pour acheter mieux. C'est pour D'accord. acheter, moi, en l'occurrence, c'était pour acheter mon hôtel particulier, le Palais Vivienne, donc j'étais ravi. Parlez-moi-en un petit peu de ce Palais Vivienne. Est-ce qu'il est ouvert? Est-ce qu'on peut venir le visiter? Non, C'est il votre est- petit écrin? Il n'est pas ouvert au public. Il est ouvert si on le demande pour des visites privées, donc Oui. on peut l'ouvrir, mais c'est pas un musée. Je peux pas l'ouvrir, ce serait impossible, ce serait trop de charges, etc. Mais on le loue quotidiennement pour faire des dîners, des soirées, des tournages de films. Donc on peut le louer et on voit tous les objets qu'il y a là-dedans, bien sûr. D'accord, donc il y a quand même des conditions. On peut Il y a des venir conditions. voir un peu. Oui, mais moi je suis votre- un peu collectionneur un peu différent des autres. C'est-à-dire que moi j'ai toujours aimé exposer. Là, je viens de signer une exposition en Chine. Je pars à Shanghai, à l'Himalaya Museum au mois de septembre. C'est-à-dire, c'est votre collection qui est J'ai exposée? 250 pièces D'accord. qui partent, les plus gros fleurons de la collection qui partent en Chine pour 3 ans. Pour 3 ans? 3 ans, donc ça va Elles vont être pas vous manquer? je vais les suivre. Je vais les suivre. On va aller leur rendre visite. Voilà, et donc voilà l'idée. Moi, j'ai exposé en Chine il y a 3 ans, j'avais eu 2,5 millions de visiteurs. On a fait les États-Unis. Je ne suis pas un collectionneur qui garde tout chez lui. Oui, comme vous ça. faites comme un musée itinérant, vous Voilà. partagez. Moi, j'ai envie de partager, c'est ça qui me plaît. D'ailleurs, même quand on est aux enchères, quand il y a des émissions de télé qui nous suivent, ça m'intéresse de montrer aux gens, au grand public, comment ça se passe. Oui, vous êtes très philanthrope. Mais j'essaye. En tout cas, après, chacun ses moyens. Mais enfin, moi, avec les moyens que j'ai, j'essaie de l'être. Et c'est important pour le plus grand, pour des jeunes qui n'auraient pas forcément les moyens de collectionner. On leur montre qu'il y a des choses qui sont possibles. C'est important de faire connaître la Le- figure historique de Napoléon au monde entier. Oui, et puis les enchères aussi, le monde des enchères. On en parlait avec Jean-Pierre tout à l'heure. C'est passionnant, les enchères. C'est de 18 à 99 ans. Quoi. Tout le monde peut y accéder. C'est pas un cercle fermé. Souvent, d'ailleurs, les gens on nous pose la question, mais est-ce qu'on peut venir avec vous? Est-ce qu'on peut venir à Fontainebleau? Est-ce qu'on peut aller à Dreux? Mais c'est ouvert. C'est pour ouvert. ça aussi voilà, qu'on fait ces émissions. C'est important. Pour montrer que ce sont les ventes aux enchères publiques. Tout à fait. Voilà. Mais alors, il y a quand même de très très jolis records de vente pour Napoléon, puisque c'est notre thème aujourd'hui. Un très très joli bicorne adjugé 1,8 million d'euros. La feuille d'or de l'empereur à 600 000, un petit peu plus. Est-ce que Napoléon est réservé à une élite? Non, mais justement, c'est que là, je vous ai amené mon dernier catalogue là, pour la vente dans 10 jours. La vente en pire. Cette vente Empire. Vous avez dans ce catalogue je crois que nous sommes les seules maisons de vente à faire ça. Je crois que Sotheby's et Christie's ne le font pas, qui sont capables de faire une page entière de catalogue pour un objet à 300 €. À 300 €, qui est Voilà. quelque chose de vraiment abordable. Et ça, dans nos catalogues, nous tenons beaucoup. Ce sont des livres d'histoire qui sont collectionnés. Oui. Les gens les gardent. Ils se revendent sur eBay, sur Internet, les catalogues de nos anciennes ventes. Et donc, on trouve dedans des catalogues qui sont référencés, où on ne se contente pas de marquer tel le nom de l'artiste, la dimension, le titre, etc. Mais toute une histoire avec souvent la biographie des artistes ou des personnes représentées sur le tableau. Donc ce sont des catalogues d'histoire. En fait, ce sont des livres d'histoire et pas uniquement justement des livres réservés aux bicornes de Napoléon ou à la feuille du sacre. À ces On objets trouve des objets effectivement dans ces ventes à 1 million d'euros et plus même, puisque nous avons vendu le sabre de Napoléon à la bataille de Marengo pour 4 800 000 €, qui était quand même encore un jour aujourd'hui un record à battre. Mais on trouve aussi dans ces ventes des objets à 200 et 300 €. Et les collectionneurs qui achètent des objets à 200-300 € sont pour nous des gens tout à fait aussi respectables que ceux qui achètent